Welcome to the feast, my whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat, hey, you know I'm a beast. You know I'm a beast. Alors aujourd'hui, mon invité, il a gagné 121 groupe 1, 10 cravages d'or. C'est le meilleur jockey français en activité. Détient le record d'Europe de nombre de succès en une année. Christophe Soumillon. Christophe, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Tony. Quand j'ai eu 121, c'est beaucoup quand même 121 groupes 1. Je ne savais pas que tu avais gagné autant de groupes 1. Avant que je commence mon interview, je voulais quand même te dire merci parce que c'est quand même grâce à toi que j'ai pu avoir mon premier black type avec Mangoustine. Donc pour que les gens ne savent pas, merci pour cette belle victoire en plus à domicile à Lyon. Donc c'était un bon moment. Et je vais revenir sur ta carrière. Ma première question, elle est très simple. Christophe, c'est quoi ton secret? Parce que ça fait 20 ans maintenant que ça dure. 20 ans que tu es au haut niveau. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à avoir cette longévité? Je pense que j'aime la compétition. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est gagner déjà. Je le vis maintenant un petit peu mieux parce qu'avec le temps, l'expérience, je suis moins mauvais perdant qu'avant. Mais j'ai toujours ce besoin peu importe le sport que je vais pratiquer, ça peut même être un jeu de société avec les enfants, j'ai besoin de dominer. Donc, Je connais ce feeling. voilà, je veux faire ce métier de jockey depuis que je suis tout petit, parce que mon papa faisait ça aussi et j'ai toujours cette envie. Donc, tant qu'elle est présente, je vais continuer à fond tant que je suis capable de le faire. Ouais. Tu mettrais où le mental? Parce que moi, je dis toujours qu'il y avait peut-être des joueurs qui étaient plus rapides que moi, des joueurs qui étaient plus grands que moi, plus costauds que moi. Mais s'il y avait bien un truc qu'ils ne me battraient pas, c'est le mental. Et cette force mentale, justement, de garder cette fraîcheur, en fait, pour toujours gagner. Est-ce que pour toi, c'est essentiel pour la réussite de ta carrière, le fait que tu as ce mental-là, en fait? Ah oui, après le mental, sur une carrière aussi longue que la mienne, je ne peux pas l'avoir constamment à bloc. C'est clair qu'il y a des périodes où on est dans l'euphorie, quand tout se passe très bien, qu'on gagne tout. Souvent, quand on arrive au sommet, il y a des petites périodes où derrière, on rebaisse un petit peu le niveau parce que voilà, on va réfléchir à d'autres choses, on va s'entraîner un peu différemment, on va essayer de voir si on est capable de faire voilà, des choses aussi bien, mais dans un autre environnement, par exemple. Mais la chance qu'on a, nous, en tout cas la mienne, c'est d'avoir toujours eu cette chance de pouvoir revenir au premier plan. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose d'assez jouissif parce que on sait que la vie, elle est dure, les gens sont pas toujours gentils et élogieux envers nous, mais quand on remonte les paliers au fur et à mesure et qu'on est capable de retaper au sommet, c'est clair que ça peut peut-être aussi donner envie à certains jeunes ou à certaines personnes de se dire tiens, en ce moment j'ai un petit coup de mou, mais finalement il faut toujours y croire. Est-ce que tu disais que ton papa était jockey? Est-ce que déjà c'est lui qui t'a donné envie? Alors oui et non, parce que lui était jockey d'obstacle, donc c'est un peu comme si, comparé au basket, c'était un joueur de football américain. Il a pris beaucoup de coups, il a eu beaucoup de casses, donc je l'ai vu souvent à l'hôpital, donc c'était toujours des périodes un peu difficiles. Pas facile à vivre. Donc ce côté-là ne m'attirait pas spécialement. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était voir les chevaux passer au bord de piste sur les champs de course quand on était gamin. Depuis l'âge de 3, 4, 5 ans, je courais tout le temps les 200 derniers mètres à côté des chevaux avec des copains. Et je vois aujourd'hui mes enfants le faire avec d'autres fils de jockey, donc c'est assez drôle. Mais voilà, moi, c'était surtout cette compétition, la course qui m'attirait énormément. Et puis, j'ai eu un accident de poney très très jeune. Du coup, mon père a dit plus jamais il montera à cheval. Je ne veux plus du tout qu'il fasse ça parce que je pense que même lui avait eu peur pour moi. Par rapport à lui, son vécu. Voilà, son vécu et l'accident, parce qu'il l'a vécu en direct et il a cru vraiment que ça allait mal se terminer pour moi. Et discrètement, quelques années plus tard, j'ai été remonter un poney dans un champ qui appartenait à un de ses amis, mais il ne le savait pas. Et en fait, je l'ai débourré. C'est-à-dire que donc ça te manquait en fait. Ça me manquait, j'avais envie, j'étais attiré. Et en fait, cette ponette n'avait jamais été montée par qui que ce soit. Et elle m'a fait tomber entre 10 et 15 fois en une demi-heure de temps, parce qu'elle ne m'acceptait pas. Et au final, elle m'a accepté. Et donc, à partir de ce moment-là, je l'ai montée régulièrement. Tous les week-ends, j'allais la voir. Et un jour, voilà, j'ai fait une course de poney avec cette personne qui m'a amené du coup sur un hippodrome pour poney.
Et ses frères étaient champions. Ton père, il savait toujours et pas mon père, ce jour-là, savait que je montais déjà, mais il m'avait pas vu faire. Et j'étais censé venir voir des courses de poney juste pour avoir cette impression. T'as quel âge là? J'ai 7 ans. 7 ans et malheureusement, il y a un accident à la première course. Il y a 2 gamins qui tombent et ils ne peuvent pas monter dans la course suivante. Et il y a un entraîneur qui vient me voir et dit « Tu montes, toi ?» Et moi, je dis « Oui, je monte, mais je n'ai pas mes affaires. » Et ma maman, elle dit « Il y a les affaires, mais elles sont dans la voiture. » Et je dis « Mais non, il n'y a pas d'affaires dans la voiture. » Et finalement, ils ont été chercher les affaires. Et un quart d'heure après, j'étais sur un poney devant les élastiques. Je ne savais pas du tout quoi faire. Et l'entraîneur, il m'a dit « T'occupe pas, c'est une vieille ponette qui a 15 ans. Tu la laisses partir, tu te tiens juste à la crinière. » Et il faut savoir que moi, les courses de poney, c'était sans selle, c'était accru et juste avec les rênes en main, quoi. Et j'étais tout petit, je devais faire 21 ou 22 kilos et 1m35. Et je suis parti, j'ai fait un tour en tête, et il y avait que 2 tours. Et je me suis arrêté de ça toute ma vie, quoi. J'avais une peur avant la course. Et une fois que l'élastique s'est détaché, il y avait ce déclenchement d'adrénaline qu'on ressent que dans ce milieu-là, quoi. Le cheval, en tout cas, dès que j'en vois un, j'ai envie de monter dessus, quoi. Ça a toujours été... même des fois en safari, je vois un zèbre, je dis tiens, j'aimerais bien monter dessus, même si je sais qu'il ne m'acceptera pas. Mais je sais pas, pour moi, ça fait partie un peu d'une attirance. Tu te rappelles de ta première victoire et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, la première victoire, c'était donc en course officielle avec Bruno à Maison Lafitte. C'était pour Jean-Jacques Boutin. Et c'était un moment incroyable parce que voilà, le cheval avait une grosse cote, j'étais presque à 100 contre 1. J'avais pas trop de chance avant le coup, mais Gigi Boutin, le père de mon entraîneur, il y croyait. Il m'avait donné des instructions un peu différentes de ce que font les entraîneurs normalement. Il m'a dit pousse de cette manière-là, utilise la cravache comme ça et tout ça. Et je me rappelle de la course, il y avait Cacha Asmussen qui montait, Olivier Pellier, Dominique Boeuf, Thierry Gernet, Thierry Gillet. Donc c'était une course, il y avait 18 partants. Et j'étais tout petit, je faisais pareil, 40 kilos. Et ça s'est passé comme il m'avait expliqué. Je suis rentré à la ligne droite, j'étais 2/3e. Et je suis à la lutte toute la ligne droite avec Dominique Boeuf, qui était reconnu à l'époque pour être l'un des jockeys les plus solides à la lutte. Et voilà, je lui ai pris une encolure et jusqu'au bout, j'ai gardé l'avantage. Et quand j'ai passé le poteau, je savais que c'était fait. Et j'ai eu cette chance, en plus, voilà, avec les courses de poney haute, de me rendre compte de ce qui se passait dans une course. Donc j'ai eu la lucidité au passage du poteau de lever le bras, j'étais super content. Et je suis encore marqué, j'ai encore les souvenirs que tous les jockeys sont venus après la course me féliciter, dont Mathieu Boutin, qui est aussi l'un des fils de Gigi, et qui est venu me féliciter après le poteau. Et après, voilà, je suis rentré de la course. Les photos étaient assez drôles parce que je suis tout petit. J'ai une grosse selle qui doit faire 10 kilos. J'ai un gros tapis de plomb de 10 kilos. J'ai du mal à porter tout dans les balances. Quand je regarde les images, on a l'impression que j'ai 9 ou 10 ans, quoi. Alors que j'avais déjà 16 ans à l'époque. Et c'est des moments assez magiques. On a parlé des victoires. Est-ce qu'il y a une défaite qui t'a vraiment blessé, marqué par rapport à ta longue carrière, que tu te dis celle-là, elle a fait mal, celle-là? Des grosses défaites, j'en ai eu plein. Les 2 plus grosses, c'était avec Dalakani dans le derby d'Irlande, parce que c'était mon crack, mon chouchou. Et la plus grosse, ça va être avec Orfèvre dans l'Arc. Voilà, j'ai gagné toute la course. Je suis venu, j'ai passé tout le monde en revue. Et tu sais pas pourquoi, à 150 mètres du poteau, le cheval, il se relâche complètement dans l'effort. Il se met à pencher. Je sens qu'il fait une sorte de malaise, il n'est pas bien. Et là, il va se coller contre le rail et les 50 derniers mètres, il galope plus, quoi. J'ai Olivier Pellier qui est venu me reprendre sur le poteau. Et dans la plus grande course du monde, avec un cheval comme ça qui venait grand favori, le chouchou japonais, c'est assez terrible. Est-ce que cette défaite, c'était la naissance qui t'a servi peut-être d'expérience pour peut-être mieux gérer des situations qui ont été peut-être similaires? Alors, celle qui m'a le plus servi, je pense que c'était Dalakani dans le derby d'Irlande, justement, parce que c'était en 2003, j'étais jeune, et je pense qu'aujourd'hui, parce que j'ai pas commis beaucoup d'erreurs, mais c'est juste que voilà, dans la course tactiquement, il y a 2-3 choses que j'aurais pas dû faire, et que je referai plus, grâce à ça. Mais Orfèvre, non, parce qu'Orfèvre, il n'y a pas eu d'erreur, en fait, c'est juste... Là, c'était vraiment le grand moment de solitude, c'est-à-dire que... À mi ligne droite, j'avais le sourire, alors que c'est un truc que j'ai quasiment jamais dans une ligne droite, mais j'ai eu
une remontée limite d'organes dans l'accélération. J'avais l'impression d'être dans une Ferrari. Tout est monté tellement il accélérait fort. J'ai passé tout le monde en 50 mètres. Je suis passé de dernier à premier. Et là, d'un coup, je dis, bon, bah, maintenant, je me fais plaisir, quoi. Et quand je lui ai demandé d'y aller, il l'a fait pendant 50 mètres et d'un coup, plus rien. C'est comme si tu es dans une voiture, tu as le tableau de bord qui s'éteint. Ouais. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, c'était le grand moment de solitude. Parce qu'à 100 mètres du poteau, j'espère gagner. Mais comme je sens qu'il n'y a plus rien devant moi, tu savais, quoi. Dans le fond, je me dis, ça ne peut pas finir comme ça. Tu ne peux pas plus rien avoir et gagner en plus, quoi. Et je me suis fait attraper au poteau et c'était assez douloureux parce qu'après le poteau, je l'arrête, le cheval, pour me dire il y a un truc qui ne va pas. Et il a pris un bol d'air et après le poteau, je n'ai pas pu l'arrêter, quoi. C'était un truc inimaginable, comme une machine. Et j'ai jamais compris ce qui s'était réellement passé, mais c'était un moment très, très douloureux parce que quand en plus tu voyais les tribunes, tu sens le brouhaha, tu sais que tu as des millions de gens, voire des milliards de Japonais qui sont derrière toi, qui sont comme des fous. C'était une grosse claque. Et toi, sinon, tu as eu une défaite comme ça, un petit peu dure à avaler? Plus grosse défaite, je dirais, je vais le faire en 2 parties parce que j'avais ma carrière avec les Spurs et ma carrière avec l'équipe de France. Donc, je dirais en équipe de France, c'est 2005. Parce qu'on est en demi-finale contre la Grèce et on est à plus 7 à 45 secondes de la fin. Et généralement, 95% du temps, tu gagnes ces matchs-là. Et ils nous rattrapent et on perd d'1 point au buzzer. Et le gars, en plus, il met le 3 points sur ma tête. Donc c'est vrai que ça, c'était la plus grosse défaite en équipe de France. Et après, avec les Spurs, c'est 2013. 2013, on mène 3-2, donc il faut gagner 4 matchs, tu vois, pour être champion. Donc on mène 3-2 et on est à plus 5 à 28 secondes de la fin. Donc là, je peux te dire que c'est 99,5% de chance. Normalement, tu dois gagner. Et je me rappelle qu'il y a temps mort et Popovic, il nous parle. Et puis moi, je regardais même pas trop Popovic parce que je voyais déjà la NBA amener le trophée, tout amener, faire la fête et tout ça. Je me dis, bon, il y a 28 secondes à tenir, c'est bon, on a plus 5. Et puis, ils arrivent à égaliser à la fin. Et ils mettent un 3 points de malade pour aller en prolongation. Et après, on perd en prolongation. Et donc là, c'était horrible. Mais en plus, on a encore une chance de gagner parce que tu as encore un match. Mais c'est comme si on avait déjà perdu, quoi. Ça casse. Et après le match 7, on perd de, 5-6 points et tu loupes le titre. Mais 2013, tu vois, c'est ce qui a créé aussi le fait qu'après, la force de caractère, et c'est ça qui est bien dans les défaites, c'est tu peux montrer ta faculté à rebondir. Et en 2014, on est champion. Et c'est pour moi une des meilleures finales de l'histoire, mais c'est le meilleur basket qu'on a joué de mes 20 ans aux Spurs. C'était le meilleur basket. On a joué un basket parfait, parce qu'en plus on a joué la même équipe, Miami, mais là il n'y avait pas 4-3, on les a battus 4-1 et on leur a mis des tôles à chaque match. Mais ce qui a créé ça, c'est la défaite de 2013. Donc comme quoi, des fois, les défaites, tu peux l'utiliser positivement, quoi. C'est sûr. Est-ce qu'il y a encore une course que tu aimerais gagner, que tu n'as jamais gagnée et que tu te dis, avant la fin de ma carrière, j'aimerais bien accomplir ça, ou tu as tout accompli? Alors j'en ai quelques-unes que j'aimerais encore gagner. Il y a le Derby d'Epsom qui fait partie des plus grands classiques des courses européennes, voire mondiales. Il y a une course que j'ai montée 2 fois aussi, le Kentucky Derby, qui est une course absolument incroyable. Il y a 180 000 personnes sur l'hippodrome. C'est quelque chose d'assez dingue. Et oui, il y a des courses, par exemple, à Hong Kong, la Hong Kong Cup, je ne l'ai jamais gagnée. C'est des grandes courses qui sont toujours importantes dans un palmarès, mais à choisir, je préférais limite gagner un autre arc que de regagner, ou de gagner une course qui manque à mon palmarès, parce que pour moi, l'arc, ça reste la course référence dans le monde. Justement, pour faire toutes les grandes courses, il faut avoir un propriétaire qui a envie aussi de faire toutes les grandes courses. Toi, tu es avec Aga Khan. Moi, j'ai visité le haras de Aga Khan. Il est incroyable, hein, c'est magnifique. Est-ce que c'est quand même déterminant dans une carrière quand tu as un contrat avec un propriétaire pour justement pouvoir faire toutes ces grandes courses? Alors bien sûr, j'ai l'impression que c'est un peu lié quand même. Ça facilite les choses. Il est certain que une fois tous les 10 ou 15 ans, le prince a sous sa casaque un cheval qui est susceptible de pouvoir gagner un Arc de Triomphe, un prix de Diane ou un prix de Jockey Club. J'ai eu la chance de tomber sur Zarkava et Dalakani qui sont deux chevaux extraordinaires. Mais on fait un métier où il faut voyager, il faut monter beaucoup de chevaux différents, il faut être en contact avec les meilleurs entraîneurs, les meilleurs propriétaires pour avoir cette chance de temps en temps de tomber sur le bon cheval. Et des fois, ça peut se faire le joker, quoi. Il y a un bon jockey au dernier moment qui se blesse ou qui n'est pas disponible, qui a une mise à pied, il y a un super cheval qui se libère.
bah, souvent les propriétaires vont penser au top 3, top 5 jockeys qu'il y a en Europe. C'est ce qui fait que moi, en tout cas, j'ai pas envie d'être au milieu de tableau ou être dans le fond de la boîte. Pour moi, c'est un métier où, quand on a la chance d'être au sommet à un moment donné, quand on a goûté à ça, on a envie d'y retourner, quoi. C'est un peu logique. Tu penses que tu vas courir encore pendant longtemps? Tu Ça, t'es mis une limite ou Non, ça j'ai pas dépend, trop- ça dépend de ton corps C'est un peu le corps. L'état d'esprit actuel, il est bon. Je pense que c'est les chevaux aussi qui font que. Si j'ai la chance de tomber sur un champion qui arrive dans les prochaines années et qu'on gagne tout avec, on se dit, est-ce que je veux passer à quelque chose d'autre ou est-ce que je veux rester là-dessus? Ça, c'est des questions que je vais me poser certainement dans quelques années, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas en tête de date fixe. Je me sens très très bien physiquement. Ce qu'il faut surtout, voilà, c'est éviter les pépins, les accidents, être focus constamment. Donc pour l'instant, tu réfléchis pas trop Non, à non, je l'après-carrière, réfléchis pas à la retraite. Je pense qu'il faut, quand on est dedans, faut pas penser à ça, quoi. Ce qu'il faut surtout, c'est toujours retrouver chez soi cette petite envie qui fait que même quand c'est difficile, allez, hop, on y retourne, on remet les bottes, les gants, le casque et c'est parti, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un petit qui veut devenir le prochain Christophe Soumillon? Tu lui dirais quoi? Ben, écoute, si tu y crois dès le départ et si tu aimes vraiment ça, fonce, n'hésite pas. C'est un métier où il va falloir faire beaucoup de sacrifices, mais qui en valent vraiment la peine. Ce qu'il faut surtout, c'est voilà, tous les jours te lever et se mettre un petit coup de pied au cul pour se dire que même les jours où il fait pas beau, même si la veille ça s'est pas bien passé, même si tu es fatigué, même si tu as mal, il faut se lever, il faut y aller. Avant tout, c'est le mental. Si tu es fort et si tu te sens capable et surtout si tu te sens bon dans ce que tu fais et si tu aimes ça, faut y aller. Bah, merci Christophe, merci à toi. beaucoup, merci pour ton temps. Et puis bah, je te souhaite bonne chance pour cette année. C'est gentil, Et merci. j'espère qu'on pourra t'avoir de temps en temps Avec grand plaisir. avec nos chevaux. Merci beaucoup. Merci. You know I'm a beast. You know I'm a beast. Retrouvez toutes les masterclass sur equidia.fr. You know I'm a beast.